Salut les geeks, bienvenue dans cette série de vidéos où je continue à vous présenter le contenu de ma collection, donc qui est derrière moi. Cette fois-ci, il y a 3 vidéos qui concernent tout ce que j'ai sur Frank Miller. Donc aujourd'hui, je vous présente principalement Marvel, sauf Daredevil. La prochaine vidéo, ça va être DC et Dark Horse, et la troisième et dernière vidéo, ça sera Daredevil. Évidemment, je garde le meilleur pour la fin. Pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne, honte à vous, je me contente de vous présenter mes BD. Donc je n'ai pas tout non plus de chaque artiste, hein, c'est juste leurs œuvres qui me paraissent principales. Et je ne fais pas de commentaires, ou peu de commentaires, sur la vie des artistes. C'est pas le but, hein. C'est uniquement pour vous présenter le contenu de ma bibliothèque, et quand je les connais, de vous donner des références avec les bandes dessinées, enfin les traductions en français. Envoyez le bousin. Donc Frank Miller est célèbre pour avoir travaillé sur Daredevil, mais il a également commencé avec Spider-Man. Ses premiers travaux pour Marvel, premiers travaux professionnels, ont été de dessiner 2 épisodes de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Je vais vous montrer maintenant. Tous ces épisodes de l'araignée ont été recueillis dans ce petit album, cartonné en dur, qui contient en fait donc Spectacular Spider-Man 27 et 28, Amazing Spider-Man Annual 14 et 15, Marvel Team-Up Annual 4 et Marvel Team-Up 100. Marvel Team-Up 100, c'est vraiment l'épisode que je préfère de Frank Miller sur autre chose que du Daredevil. Mais je vais vous montrer ça plus en détail. Donc voilà, ça c'est le Peter Parker Spectacular Spider-Man 27 et 28, enfin 27 déjà, où Spider-Man était aveugle, temporairement aveugle, et donc Daredevil, qui lui est un aveugle, avait fait équipe avec l'araignée pour l'aider à surmonter son handicap. Ces 2 épisodes, 27 et 28, ont été publiés dans Nova, je ne sais plus lesquels, aux environs du numéro 25. Donc c'est les premiers travaux professionnels là qu'on voit, et on peut déjà voir quelques ombres chinoises. On peut voir aussi que déjà Frank Miller casse le rythme des cases avec des cases horizontales et verticales. Verticales afin de montrer toujours, pour accentuer l'effet de profondeur, de vertige quand on se promène dans l'espace, comme le font nos 2 héros. Pas dans l'espace, dans le ciel. Bon, ça reste quand même, comment dire, c'est pas mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Cependant, c'était suffisamment bon pour convaincre les grands pontes de Marvel de donner une série régulière à Frank Miller, qui était un jeune artiste à l'époque. Je crois qu'il avait 19 ans quand il a fait ses dessins. Où ils seront. Bon, ensuite on a un peu de tout, on a du... comment il s'appelle, Doctor Strange, Doctor Doom, beaucoup de docteurs. Bon, je passe rapidement. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'acheter cet album, qui est relativement récent, donc il est pas cher. Et je passe au Marvel Team-Up numéro 100, qui est avec Spider-Man et les 4 Fantastiques, et qui présente Karma. Et Karma, c'est la seule, c'est la seule héroïne des Nouveaux Mutants que j'apprécie. Que ce soit aussi bien pour ses pouvoirs que pour sa personnalité. Les autres, je les trouvais toujours plus ou moins fadasses, mais Karma, elle avait quelque chose qui me plaisait bien. Maintenant, comme on peut le constater, on en revient aux ombres chinoises, toujours, qui sont au premier plan. Ça permet d'avoir le focus sur l'arrière-plan, donc sur le héros. On a toujours ces cases verticales pour montrer l'espace, la relation du héros dans l'espace, et qu'il était en train de se casser la figure, mais dès qu'il reprend pied sur terre, hop, on repasse en case horizontale. Bon, ça paraît très basique comme façon de procéder, ça paraît très cliché comme façon de procéder, mais Frank Miller était quand même le premier à avoir utilisé ces techniques. Donc, bravo à lui. Et j'ai adoré cet épisode. Bon, non seulement donc on a Karma, on a les X-Men un petit peu. Bon, enfin bien évidemment parce que c'est scénarisé par Chris Claremont. Donc on a aussi énormément de textes. On a du texte partout.
parce que Chris Claremont, il faut qu'il écrive. Il est payé au mot, je pense. Ensuite, on a un annual qui est très moche, mais c'est parce qu'il est scénarisé par Frank Miller, mais dessiné par Herb Trimpe. Et bon, je suis pas fan. On retrouve encore Daredevil, le Kingpin. Enfin bref. Donc, à la fin, vous avez également les couvertures des différentes publications à la fois de cet album, mais aussi les différentes couvertures faites par Frank Miller à l'époque. Donc celle-là, c'est celle avec Karma. J'adore la façon dont Frank Miller dessine Captain America. J'adore le Cobra en tant qu'ennemi. Cobra et Hyde, ou Cobra sans Hyde. J'ai toujours trouvé ce vilain a quelque chose qui m'attire, qui me plaît. Celui-là, je l'avais acheté à l'époque, et c'était en 81, donc j'avais 12 ans. Je sais même plus où je l'avais acheté. Je crois que ça devait être une de mes premières visites sur les quais de Paris, de la Seine. Et j'avais trouvé un bouquiniste, ou alors c'était un copain qui me l'avait revendu. Je me souviens plus exactement. Je sais que j'avais trouvé la couverture très très moche. Comme quoi, c'est pas parce que c'était du Miller que j'aimais bien, par défaut. En parlant de couverture, celle-là par contre j'aime beaucoup. C'était la couverture d'une réédition en fait des 2 épisodes, donc Peter Parker, The Spectacular Spider-Man 27 et 28. Donc c'est une couverture spéciale, mais pour une réédition. Et voilà. Donc, petite présentation très rapide, juste pour vous montrer que Frank Miller n'a pas fait que du Daredevil quand il était chez Marvel. Alors un autre travail que Frank Miller a fait pour Marvel, et pour lequel il est très célèbre également, qui n'est pas Daredevil, c'est Serval, Wolverine. J'ai les 2 éditions ici, la version française de Lug et une réédition qui a été publiée des années plus tard par Marvel. J'ai toujours l'édition originale qui a quand même bien vieilli. Et je l'ai gardé pour ne jamais oublier le massacre que Lug a fait. Donc je crois qu'il y avait 19 pages de censurées par Lug, notamment le combat final à la fin. Le combat final à la fin, oui, il n'est pas au début. En fait, j'étais tellement énervé que j'avais fait les bruitages et les onomatopées qui me semblaient pertinentes à l'époque. Moi, je me disais, tiens, ici, ils ont dû enlever ça. Donc, j'avais rajouté aussi du sang, enfin, plein de trucs. Bon, je dois quand même reconnaître que leur censure était relativement bien faite, donc les scènes s'enchaînent relativement bien, même si ouais, c'est un scandale complet. Et donc j'en parle toujours, mais je vais le redire une fois de plus, c'était Scars, le magazine au goût américain, donc un fanzine prozine, qui avait publié un article. C'était non pas un récit complet, c'était un scandale complet pour démontrer toute la censure faite par Lug sur cet album. À chaque fois qu'on me parle d'un récit complet, je pense toujours donc au titre de l'article de Scars, un scandale complet. Et donc maintenant, voyons un petit peu ce que ça donne en VO. Donc il y a eu plusieurs éditions, hein, donc vous pouvez avoir différentes couvertures. Celle-là, je l'avais payée pas très cher. C'était juste pour avoir la version originale. Et il y a 2 gros points négatifs à mes yeux concernant cette série. Cette mini-série, ce qui fait que je ne peux pas, en mon âme et conscience, la recommander à 100%. Alors, la première, c'est ancré par Joe Rubinstein et pas Klaus Janson. J'aurais adoré voir Klaus Janson. Joe Rubinstein, c'est un très bon encreur, mais il a un trait qui est un petit peu trop léger à mon goût pour ancrer parfaitement Frank Miller. Bon, ça reste très subjectif, hein, c'est juste mon avis. Vous voyez ici le crack. Bon, je ne m'étais pas trompé de beaucoup. Ouais, ça reste très du bon niveau,
mais ça aurait été exceptionnel à mes yeux avec Klaus Johnson à l'ancrage. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en fait, eh bien, c'est que tout simplement, c'est comment il s'appelle, Chris Claremont qui écrit, ce qui fait qu'on a 1 milliard de textes par page. Enfin, faut vraiment qu'il arrête, quoi, le mec. Il faut qu'il arrête. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces cases partout, tout le temps, qui bouffent le dessin. Franchement, regardez-moi ça. Est-ce qu'il pourrait pas encore rajouter un tout petit peu de texte? Parce que là, on arrive encore à discerner le dessin qui est en dessous. Donc je suis sûr que s'il avait rajouté une bulle ou deux en plus, on n'aurait plus vu que du texte. Il faut vraiment qu'il arrête. Bon, ça, ce sont donc les points négatifs. Les points positifs, eh bien, d'une part, même s'il y a énormément de texte, il n'y a pas de bulle de pensée. Et on peut dire que, en fait, tous les textes en jaune, là, ce sont les pensées de Logan, de Serval, mais au moins ce ne sont pas des bulles de pensée, ce sont des cartouches explicatifs, si on peut dire. Donc c'est la même chose, mais présentée d'une façon différente. Et ça a son importance, parce que cette BD, donc Wolverine, c'est la première fois que il n'y avait pas de bulle de pensée dans un comic mainstream, donc que ce soit Marvel ou DC. Donc juste pour ça, c'est une pierre angulaire des comics. C'est grâce à cette BD que donc nous avons moins, puis plus de bulles de pensée dans les comics américains. Ensuite, bon, ce que j'aime bien personnellement, c'est que Frank Miller est un immense fan des mangas. Même si personnellement je n'aime pas les mangas, j'aime beaucoup la culture japonaise et j'apprécie beaucoup que Frank Miller essaie toujours, enfin pas toujours, mais en tout cas à cette époque, essayait toujours d'apporter quelque chose de japonais, de la culture japonaise dans ses BD. Donc on avait toujours la main, on avait le Japon, on avait, comment ça s'appelle, Mariko. Donc ça, ce sont pour moi des points très positifs. Et puis, ben, le point finalement le plus positif, si on peut dire, c'est le découpage de Frank Miller. Le découpage de ses scènes de combat, le découpage de ses scènes de dialogue, toujours la façon dont il gère l'espace, dont il nous promène dans l'espace de façon horizontale ou verticale, suivant qu'il veuille nous montrer un détail ou nous faire partager l'ambiance d'une ville, d'une rue. Enfin, moi, j'admire ça. Je suis complètement admiratif devant le talent de ce bonhomme pour raconter visuellement une histoire. Il nous prend par la main, il nous guide pas à pas, en changeant la forme des cases, en enlevant les cases. C'est du grand art. Donc, maintenant, je présume évidemment que pour les jeunes lecteurs, ça a pas mal vieilli. Mais si vous voulez découvrir une BD qui a aidé à créer les BD actuelles, du point de vue visuel et narratif, eh bien, je vous conseille de lire Wolverine, la mini-série. Mais par contre, pas cette version-là, quoi. Je présume qu'elle a été rééditée en français par d'autres éditeurs que Lug. Toujours dans la série Il n'y a pas que Daredevil dans la vie, Frank Miller a donc travaillé aussi bien en tant que scénariste qu'en tant que dessinateur sur d'autres séries. Je pense que la série la plus célèbre qu'il ait faite, en dehors de Sin City et Daredevil, c'était Hard Boiled. Et Hard Boiled, c'est célèbre surtout à cause ou grâce au dessin de Geoff Darrow. Des dessins que je ne supporte pas. D'ailleurs, je n'ai acheté qu'une seule de ces bandes dessinées, celle que je vous présente en ce moment, le numéro 2. Geoff Darrow a un style très particulier et c'est bourré de détails. En fait, on s'y perd. Personnellement, je m'y perds. C'est de la ligne claire. C'est à mi-chemin entre le dessin européen et le manga japonais. Deux styles que personnellement je n'aime pas. Et donc voilà. Donc, je sais, tout le monde dit que c'est une série à lire. Malheureusement, j'ai jamais pu passer cet épisode-là. Ça me fait
énormément pensé à des planches de Akira, le fameux manga. Enfin bref. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, je crois que ça a été traduit en français, mais ça existe en tout cas en VO, en trade paperback. Donc, Frank Miller au scénario, Geoff Darrow à la au dessin, Hardboiled. Il y a aussi donc Comic Journal. Comic Journal, c'est pas de la bande dessinée, ce sont des interviews en fait. Ce sont des interviews très bien faites, très bien réalisées, et j'ai un espèce de trade paperback qui compile 6 interviews, et notamment celle-ci, donc de 1981 à 2003. Et il faudra un jour que je prenne le temps de tout traduire, ou en tout cas de traduire les points principaux, pour vous montrer l'évolution de la pensée de Frank Miller et des choses qu'il pouvait raconter, qu'il a pu raconter durant toutes ces années. Pour quelqu'un comme moi qui est un fan du personnage, c'est très intéressant. Ça reste quand même très professionnel. Il parle quasiment pas de sa vie privée, donc ça reste toujours axé au niveau des dessins, des séries, des scénarios, etc. De ce point de vue-là, c'est très intéressant. J'aurais juste voulu en savoir un petit peu plus sur l'homme, mais je vous le recommande. Ça a été publié par Fantagraphics. Et puis, bon, il y a Marvel Edge, bien évidemment, qui est un espèce de magazine publié par Marvel pour faire la promo de ses produits et de ses artistes. Il y avait donc notamment une interview concernant le retour de Frank Miller, et où il parlait notamment de Elektra Lives Again. Enfin, cette vidéo ne serait pas complète sans Marvel Fanfare numéro 18. Il y a dedans, donc notamment une couverture de Frank Miller, une histoire qui est créée par Roger Stern et Frank Miller au moment où tous les deux travaillaient sur Daredevil, et ancrée par, encore une fois, Joe Rubinstein. Cette fois-ci, j'ai envie de dire que l'ancrage de Rubinstein ne me dérange pas, soit parce qu'il est moins lourd, soit parce que, en fait, Captain America est un personnage, en tout cas ici, qui ne déploie pas une force brute à la façon d'un Daredevil ou d'un Hulk. Et donc, ce n'est pas trop gênant que l'ancrage de Rubinstein soit aussi doux, si je peux utiliser ce terme. Par contre, bon, au niveau du scénario, il faut le lire. Il faut lire cette histoire. C'est une histoire de pyromane où Captain America mène l'enquête. Il y a quelqu'un qui met le feu. Il y a quelqu'un qui est extrêmement raciste. Et bon, je ne veux pas vous spoiler la fin, mais il faut le lire. Il faut lire cette histoire qui est contre le racisme, qui montre que le racisme est partout, et surtout là où on ne l'attend pas. Il y a justement le méchant et les pères de famille, donc voir Captain America casser la gueule à son papa, ça ne fait pas plaisir à l'enfant, ce qui est tout à fait normal. Disons que j'avais adoré cette histoire, j'avais trouvé qu'elle était très profonde, donc elle date de 1984. Et une fois de plus, c'est une histoire que je mets en porte-à-faux par rapport à tous les gens que j'entends dire oui, mais Frank Miller, il est raciste. Lisez cette histoire. Lisez cette histoire et ensuite revenez me dire que Frank Miller est raciste. Lisez cette histoire et revenez me dire que Frank Miller est fasciste. Parce que, notamment, sans spoiler, on a un type, donc c'est le drapeau anglais, c'est le drapeau américain avec l'aigle, mais ça pourrait très bien être un drapeau nazi. Il y a énormément de connotations à ce niveau-là qui font penser que c'est quasiment le Ku Klux Klan. Enfin bref. Aussi au niveau du dessin, il y a juste un truc qui m'avait époustouflé quand j'avais lu cette bande dessinée la première fois. C'était ici. Donc on voit le bouclier de Captain America qui s'envole,
qui rebondit et qui brise le pare-brise, donc avec un bruitage montrant les dégâts faits au pare-brise. J'ai trouvé ça génial. Bon, évidemment, ça a été fait par d'autres artistes, notamment John Byrne. Je vous le montrerai quand je parlerai de John Byrne. Mais ouais, j'avais trouvé ça excellent. Crash. Ronin, en fait, c'est scénarisé, dessiné et ancré par Frank Miller. C'est ancré par Lynn Warley, qui à l'époque était Madame Frank Miller. Bon, comme ça a été souvent dit, c'est à moitié un succès, à moitié un échec. Frank Miller n'avait pas l'habitude de s'ancrer lui-même. En plus, là, il a complètement changé de style. Donc, il y a des cases qui sont réussies, il y a des cases qui sont ratées. Dans l'ensemble, je trouve que ça se lit quand même très très bien. C'est une histoire qui se passe dans le futur, mais qui mêle le passé, avec notamment un Ronin. Donc, un Ronin, c'est un samouraï dont le maître est mort. Et généralement, les samouraïs se suicident rituellement au décès de leur maître, sauf certains qui décident donc de ne pas le faire et qui deviennent des Ronins. Donc, ce sont des samouraïs déchus. Et donc, ça vous donne déjà toute une idée du thème principal du bouquin, qui est une recherche de l'honneur. Et c'est excellent. On retrouve d'ailleurs certaines scènes qui ne sont pas sans rappeler les scènes d'Ardeville dans les égouts, lorsqu'il est à la recherche de la femme du caïd. On retrouve aussi une scène comme cela plus tard, on retrouvera une scène comme cela plus tard dans Sin City. Il y a certains thèmes qui reviennent dans l'œuvre de Miller. C'est intéressant, je trouve, à voir. On a toujours donc son sens du découpage, horizontal, vertical. Je trouve qu'au niveau du dessin, par contre, ça ressemble beaucoup plus à du Möbius. Ça, c'est un truc qui m'avait vraiment surpris. Quand j'avais vu... l'histoire se passe au début dans le passé, puis va dans le futur. Ou en tout cas dans le présent, qui lui-même se trouve dans le futur. Et quand on est donc dans ce futur high-tech, ça ressemble beaucoup à du Möbius, je trouve, au niveau des traits. On n'a plus cet ancrage lourd, noir, qui est synonyme à mes yeux de comic book américain, mais on est ici dans le manga, et dans ce genre de dessin, pour moi c'est du Möbius. Et cette image, en fait, je l'avais trouvée tellement belle, j'en avais fait une sculpture en argile. Enfin bref, ça c'était pour l'aparté. Ronin, je crois que ça a été traduit... par exemple, ça c'est du Möbius pour moi, ce genre de scène. Il n'y a pas d'ombre, c'est du très fin, très épuré, limite manga. Toutes ces scènes, ça c'est vraiment Möbius. Et ce sont donc les scènes qui se passent dans le futur. Il me semble que Ronin a été traduit, je crois, par Delcourt, peut-être. Enfin, en tout cas, à l'époque. Ou alors c'était... Non, j'ai dit des bêtises. C'était par Zenda. Il me semble que Ronin a été traduit par Zenda. Dans la même collection qu'ils ont utilisée pour Watchmen. Et V pour Vendetta. Donc ils avaient publié ça, je crois, en 4 grands albums, il me semble. Donc, je vous conseille Ronin, si vous êtes un fan de manga, et si vous avez envie de découvrir un peu l'histoire des comics, si vous avez envie de lire un comics qui a aidé à créer l'histoire des comics. Autrement, bon, c'est un peu brouillon, l'histoire n'est pas très claire, c'est un peu embrouillé, à la fois dans sa façon de la raconter et dans son thème. Mais si vous êtes curieux, si vous pouvez le trouver pour pas cher, je vous le recommande. Voilà, donc c'était les BD principalement chez Marvel, sauf bien évidemment la dernière, donc Ronin. Ronin, pour moi, je ne l'ai pas mis avec DC, bien qu'il le mérite, parce que, je sais pas, je l'ai découvert à une époque où je connaissais très peu, en fait, DC. Et il me semble que c'était une des premières BD que j'ai lues qui était une BD DC. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise avec les Marvel, que les puristes me pardonnent. Si vous avez des commentaires concernant donc le supposé racisme, sexisme, etc. de Frank Miller,
s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires, mais avec des références. C'est-à-dire que si vous connaissez, si vous pouvez me recommander un livre, ou un article, ou une vidéo, où il y a, j'ai envie de dire, des preuves donc, de son racisme, de son sexisme, partagez avec moi, je serais ravi de découvrir ce genre d'informations. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, donc, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour la suite des aventures trépidantes de ma collection. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.